Alors, 5 tips pour libérer, pour renforcer votre agilité. Alors, pourquoi des tips? En fait, au début, j'avais marqué trucs et astuces. Et il y a des jeunes qui sont venus me voir et m'ont dit non mais attends, ça se dit plus, des trucs et des astuces, il faut plus parler de ça. Donc des tips, ça veut dire la même chose, c'est d'essayer de vous donner des ancrages, des éclairages concrets, pratico-pratiques pour renforcer, pour libérer cette agilité. Alors petite information technique, on va avoir environ, on va passer 30 minutes ensemble, j'ai prévu à peu près une vingtaine de minutes justement pour dérouler ces tips, et puis il nous restera une dizaine de minutes pour échanger. Éventuellement poser des questions si vous en avez, et puis le cas échéant, partager un témoignage, une expérience, une référence ou autre. Donc cette dernière partie du webinaire qui sera plutôt dans l'interactivité. Cette séquence est enregistrée, donc pour des raisons de confort de chacun et également d'image, je vous invite à, comme vous l'avez fait, merci beaucoup de l'avoir déjà fait, à couper micro et caméra. Alors, on est parti pour l'agilité. Si tu peux passer… Alors, attends, parce que j'ai… tu vois, l'agilité, c'est comment on s'adapte. Tac. Hop. Passer sur la diapo 2. Donc, vous êtes chez Vacom, le sens de l'humain, société spécialisée en relations et en ressources humaines. 6 activités dédiées aux ressources et relations humaines. Vous les connaissez, le conseil, la formation, le recrutement, l'évaluation, l'orientation professionnelle, les accompagnements individuels de type coaching, et puis notre équipe de conférenciers. Donc, depuis 89, nous avons aujourd'hui presque une centaine de professionnels pour accompagner les entreprises, pour accompagner les dirigeants, et puis quasiment 40 implantations, dont une à l'étranger avec une présence suisse. Ce que j'ai envie de partager avec vous sur cette notion d'agilité, je suis consultant donc chez Vacom, j'interviens sur 3 des activités, le coaching, la formation et les conférences, mais dans une autre vie, j'ai fait d'autres loisirs. Mes premiers métiers d'ailleurs étaient moniteur de l'escalade et moniteur de canyoning. Et ce que j'ai appris dans ces métiers dits engagés, dits en environnement incertain, c'est qu'à un moment, il va falloir s'adapter, il va falloir composer avec les éléments, et que la frontière entre quelque chose qui est hyper plaisant, hyper agréable et qui fonctionne bien, et le danger et des fois l'engagement dans lequel on peut se retrouver, bah, cette frontière elle est extrêmement étroite. Et à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que moi j'aimerais bien que là aujourd'hui je suis un peu crevé, si le Mont Blanc il pouvait être un tout petit peu moins haut, ça serait vachement sympa. Aujourd'hui je suis un peu frileux, j'ai mal dormi, si l'eau du canyon elle pouvait être un tout petit peu moins froide, ça m'irait bien. Sauf que en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des choses qui sont statiques. Il y a des choses qui sont figées, il y a des choses avec lesquelles il va falloir composer, et comment je vais réussir à m'adapter à l'intérieur de ça. Donc, ma proposition sur ces trucs et astuces autour de l'agilité, c'est de se dire sur quoi je peux agir, sur quoi je peux jouer, et sur quoi, de toute façon, il faudra que je fasse avec pour pouvoir avoir ce système d'adaptation. Donc, j'ai décidé de mener ce webinaire avec une dimension, pour le coup, agile, c'est-à-dire de faire une métaphore avec ce que j'ai vécu, cette expérience de la montagne, de l'escalade, de l'alpinisme, du canyoning, du trail, des courses d'orientation, et après, à voir si vous êtes assez agile pour pouvoir justement faire le lien et la connexion avec vos quotidiens. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y aura une petite vidéo qui est un making-of. Et ce making-of, c'est vraiment le tout premier webinaire qu'on a fait sur l'agilité. Et donc, je permettrai de le partager avec vous. Alors, pour l'agilité, pour être en équilibre, il y a une proposition de départ, c'est d'être en équilibre sur ces 3 C. Les 3 C, c'est le cœur, le corps et le cortex. Le cœur, c'est la prise en compte de mes émotions. C'est toute cette dimension émotionnelle, ressenti, perception, parce que ces environnements changeants, ces environnements incertains, ces situations où ça bouge beaucoup, vont me solliciter au niveau émotionnel. Et donc, il va falloir que j'arrive à trouver cette régulation. Le corps, évidemment, parce que c'est mon moteur, c'est mon véhicule. C'est celui qui m'emmène et celui qui me supporte. Et puis le cortex, ça va être le siège de mes pensées, mes réflexions, les analyses, les idées, tout ce que j'ai autour de ces choses-là. Donc, je vais vous proposer de voir comment on pourra aligner, ou en tout cas d'aller chercher quelques notions pour pouvoir aligner ces 3 C. Alors, pour travailler sur le cœur, vous avez peut-être déjà fait des randonnées, des excursions, des balades, des sorties au quotidien. Et dans ces excursions, on va emmener un sac à dos.
un sac dans lequel on va mettre un certain nombre d'affaires. Moi, quand je partais en alpinisme, aujourd'hui, quand je pars faire des randos ou du trail, j'emmène mon sac à dos. Et en fait, qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac? Qu'est-ce que je vais préparer pour faire cette opération? Et en fait, j'ai un guide qui me disait, il y a de nombreuses années, qui me disait toujours, en fait, dans ton sac à dos, ce que tu emmènes en premier, ce n'est pas ton matos, ce sont tes peurs. C'est-à-dire qu'on va emmener dans notre sac nos peurs, nos doutes, en fonction de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait se passer, de ce qu'on pourrait rencontrer. Et donc, dans mon sac à dos, j'ai tendance naturellement à emmener mes peurs. Et donc, plus j'ai peur, plus je vais charger ce sac à dos et plus je vais mettre d'éléments de protection, de sécurité. Je vais mettre un deuxième kawaii, une troisième frontale, 5 couteaux. J'emmène mon frère faire du canyoning, c'est-à-dire qu'on est dans des rivières. Et comme il n'aime pas trop, Thierry, si tu m'entends, je t'aime, il n'aime pas trop les grenouilles, les serpents, les reptiles, les trucs comme ça. Lui, dans son sac à dos, ce qu'il voudrait emmener, c'est un flingue ou une grenade, tu vois. Donc, on va le mettre dans nos sacs, on emmène nos peurs et on les emmène avec nous. La question, c'est que plus tu vas charger ton sac en emmenant tes peurs, plus à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Le sac va être lourd, il va être compliqué à transporter, il va te ralentir, il va te figer, il va t'épuiser. Et des fois, on va plus s'épuiser du poids de notre sac que la difficulté de cette course ou de cette randonnée. Sur le corps, c'est notre machine, c'est notre véhicule, c'est notre moteur. Donc, j'ai envie de dire, prenez soin de cette machine. Prenez soin de ce moteur, de cet outil qui vous emmène. Alors, je ne ferai pas de webinaire sur l'alimentation, sur la forme de manière générale, bien qu'on pourrait parler dans l'agilité de cette dynamique du sommeil qui est hyper importante, c'est-à-dire, on va en parler un petit peu tout à l'heure dans les temps de récupération notamment, mais prenez soin du corps, prenez soin de cette machine. Et la proposition surtout, c'est que pour être agile, il faut que, évidemment, l'émotion soit régulée, mais qu'également le corps soit prêt. Moi, je rencontre encore trop souvent, quand j'accompagne des personnes en coaching, en animation, en management, qui démarrent une réunion, qui démarrent une conférence, qui démarrent une information qui est importante, par exemple, avec leurs équipes, et qui arrivent, ils ne sont pas échauffés. Vous n'êtes pas prêts. Et vous ne pouvez pas être agile, en capacité d'adaptation, si votre corps n'est pas disponible, s'il n'est pas engagé et s'il n'est pas prêt. Alors, pas trop échauffé, parce que sinon, ça explose. Mais si vous arrivez dans votre intervention et que vous êtes à deux temps, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est justement de trouver cet équilibre entre les deux et de démarrer vos journées, de démarrer vos interventions, de démarrer ces moments importants avec un échauffement. Et j'irais même jusqu'à dire, ça va jusqu'à un échauffement du corps, un engagement du corps. Le corps chaud et la tête froide, hein, c'est une chose que l'on dit, hein, ça fait le lien avec les émotions. Mais également, un autre point, c'est que j'avais un entraîneur sportif qui disait régulièrement un corps fort obéit, un corps faible commande. C'est-à-dire que si vous avez du mal à emmener votre corps, vous ne pouvez pas être en agilité parce qu'il ne vous aide pas et c'est lui qui va vous dicter un petit peu sa loi, c'est lui qui va vous imposer son rythme, alors qu'un corps plutôt fort va permettre d'équilibrer l'ensemble et de vous donner cette dynamique pour accueillir ce qui va se passer, que ce soit en termes d'action, en termes d'émotion ou en termes de choses à mener. Et puis pour le cortex, il y a une phrase, vous la connaissez sûrement, c'est une phrase qui est tirée de la programmation neurolinguistique, de la PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire, c'est dans vos entreprises, vous l'avez évidemment déjà rencontré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, quel que soit le plan qu'on a prévu, les objectifs, le déroulé qu'on a prévu, de toute façon, ça ne se passera pas comme vous l'avez prévu. Et donc la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que en raid, en orientation, en rando, vous allez avoir une carte, vous allez avoir un certain nombre d'indications, et cette carte est une représentation de ce qui se passe sur le terrain, une représentation de la réalité. Par contre, si vous misez tout sur cette représentation, vos objectifs, votre stratégie, vous êtes complètement dépendant de l'itinéraire et de cette orientation, de cette carte que vous avez définie. Sauf qu'aujourd'hui, nous savons tous que le plan qu'on a prévu ne se déroulera pas comme on souhaite. Donc la proposition, ce qu'on apprend notamment dans la course d'orientation, ce que l'on apprend sur cette dynamique d'utilisation des cartes, c'est de se fixer un point de départ, c'est-à-dire d'où je pars, d'où je suis, avec quelles ressources, quelle équipe, quel support, quel moyen, quel outil, et puis où est-ce que j'ai l'intention d'aller derrière, voilà, c'est-à-dire la destination. Je vais aussi inscrire un certain nombre de points de repère. Je dois passer ici.
attention, je dois aller jusque-là. Là, il y aura un virage, il faut que je fasse super gaffe à ce virage-là. Par contre, là, ça va être là que je vais pouvoir passer là. Des points de repère qui vont me permettre de me dire je suis à peu près dans la bonne orientation. Et puis, dans cette dynamique de création de l'itinéraire, il y a un point qui est important, et ça, on le voit beaucoup en montagne, c'est quel est mon point de non-retour, c'est-à-dire si jamais j'ai passé cette étape-là, il faut que j'aille au bout. Et quel est mon point de repli, c'est-à-dire qu'à certains moments, c'est de se donner la permission de dire bah non, là, j'y vais pas, c'est dangereux, c'est engagé, il y a quelque chose qui va me bloquer, j'ai pas suffisamment la forme ou j'ai pas la ressource pour aller au bout de ça. Donc, quel est mon point de repli? Pareil, potentiellement, dans nos équipes, dans nos entreprises et dans notre management ou nos actions du quotidien. Alors, sur la carte, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai réussi à trouver une vieille carte, une carte historique, une carte maritime. Et dessus, il y a plein de monstres qui sont dessinés, avec une phrase en latin en dessous qui dit « Hic sunt dracones ». J'avais fait le pari de parler latin dans cette intervention. Hic sunt dracones, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici sont les monstres. Et en fait, sur les cartes, les représentations maritimes, qu'est-ce qui se passait? C'est toutes les terres inconnues, les endroits où on ne savait pas ce qu'il y avait parce qu'on ne l'avait pas exploré. Ben, on ne mettait pas de terre, d'indications géographiques, mais on mettait des monstres parce que c'était l'endroit de la peur. Et le principe d'agilité, c'est de composer peut-être avec ces peurs, encore une fois, que l'on a, et surtout de s'autoriser quelquefois à sortir de sa zone de confort en disant « Ah ouais, là, je suis en dehors de ma trajectoire, mais peut-être que c'est là que j'ai besoin d'être. » Alors, puisqu'on est dans le maritime, vous savez que les marins ont une particularité, c'est qu'il n'y a rien de plus compliqué en termes d'orientation que de s'orienter en mer. Alors, avec les GPS et les systèmes digitaux, c'est rendu un peu moins compliqué, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'orienter en fonction des étoiles, et donc ils vont chercher une étoile, ils vont chercher un point de repère, un élément fixe, et qui va leur donner cette direction. Le chemin est important, la démarche que l'on va faire est très importante, et ce n'est pas parce qu'on se fixe une étoile qu'on veut aller sur cette étoile. D'accord? L'objectif, ce n'est pas l'étoile, c'est qu'est-ce qu'on va viser, quel sens on va donner à ça pour donner notre orientation et notre direction. Donc, une proposition, encore une fois, c'est d'aller chercher cette étoile, ce point de repère et cette chose que l'on va vouloir atteindre. Quand vous faites de la randonnée, quand vous faites des balades, vous avez peut-être quelquefois rencontré ce genre de choses sur les sentiers. Ce sont des balises. Les balises, alors je les rappelle pour ceux qui ne les connaissent pas ou ceux qui les connaissent, les balises, il y en a 3 grandes familles. La première, celle en haut, c'est juste un rectangle. Là, ça veut dire c'est bon. Vous pouvez y aller, ça roule, ça déroule, ça fonctionne, donc ça marche. Tant que vous voyez ce genre de balise, ça veut dire que c'est toujours tout droit et que ça marche. OK. Il y a une deuxième balise, celle qui est au milieu, c'est un changement de direction. Là, on a un changement de direction vers la droite, on pourrait avoir la flèche de l'autre côté. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, au prochain carrefour, il va falloir prendre une autre direction, il va falloir changer de direction. Et puis la troisième, c'est la croix. Ça veut dire que si vous avez notamment loupé la balise d'avant, celle qui vous a dit attention, il fallait changer de direction, vous n'avez pas changé de direction et qu'est-ce qui se passe? Vous avez une croix qui vous dit mauvaise direction, vous êtes sur la mauvaise route. Alors, principe d'agilité, ce que je vous propose, c'est pour remplir votre sac à dos, c'est d'enlever un peu de peur et de rajouter un peu plus de balises. Et dans les balises, c'est sur quoi vous vous appuyez, c'est sur quoi vous allez vous poser, vous allez construire pour pouvoir dérouler vos actions, votre travail et votre vie de manière générale. Alors, ça peut passer par une petite introspection, qui serait par exemple de dire quels sont dans la vie les moments où ça déroulait, où ça tournait, où ça fonctionnait, où ça se passait plutôt pas mal. Quels ont été les changements de direction majeurs et comment j'ai réagi par rapport à ça? Est-ce que c'est moi qui les ai déclenchés ou est-ce qu'ils se sont imposés à moi et comment j'ai dû gérer, j'ai dû composer avec ça? Et puis, quels sont les endroits, les chemins où je me suis dit non, en fait, celui-là, il n'aurait pas fallu y aller, ce n'était pas une bonne idée. Quelles sont les impasses, les loupés, les mauvaises directions? Cette petite introspection, elle nous permet non pas de faire une thérapie complète, si vous voulez en faire, c'est OK, hein, ça peut être intéressant, mais là, ce n'est pas la démarche dans l'agilité, c'est de savoir quelles sont mes attitudes, quelles sont mes ressources quand je dois prendre une décision ou changer de direction, quelles sont les impasses dans lesquelles je suis allé, les trucs qui ne fonctionnent pas et j'aurais peut-être naturellement tendance à y retourner et donc de se dire bah, tiens ça je vais arrêter de le faire parce que j'ai bien compris que ça ne fonctionnait pas. Mais c'est aussi une chose qui est hyper importante, c'est qu'on est tous très forts pour voir les changements de direction, les erreurs, les problèmes qu'on a eus en rêvant de quelque chose qui fonctionne bien, mais quel temps prenons-nous réellement pour nous poser, nous dire bah ouais là ça marche, bah ouais là ça va, bah là c'est bien, là ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Donc de renforcer aussi cet intérêt, cette
ce regard que l'on va porter sur ces moments où nous sommes dans quelque chose qui fonctionne et qui marche bien. Alors, autre proposition sur cette agilité, c'est le rapport au temps. Alors, je ne sais pas pour vous si vous avez déjeuné, moi je n'ai pas encore mangé, donc je suis un peu en hypo, donc je ne vais pas faire de la philo, mais je voudrais quand même juste vous faire une proposition. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, il y a une seule chose qui existe, c'est ici et maintenant. Le passé, c'est du passé. Ce sont des choses qu'on a vécues, ce sont des choses certes qui nous ont construits, qui ont été importantes, des fois qui ont été plaisantes ou désagréables, mais c'est passé. En plus, aujourd'hui, avec les neurosciences, on sait une chose, c'est que nous avons une fâcheuse tendance à réécrire l'histoire pour la remettre dans un cadre qui nous est un petit peu plus favorable, en tout cas qui nous sert à un endroit. Donc, non seulement le passé, c'est fini, mais en plus, on l'a redétricoté et on l'a réécrit. Et puis, l'avenir, il est devant nous, il est un peu plus loin, il n'est pas encore là, et peut-être qu'il n'arrivera pas, peut-être qu'il se passera autre chose. Par contre, dans la gestion, encore une fois, de nos émotions, et cette difficulté avec l'agilité, c'est que nos regrets, nos doutes, nos peines, nos chagrins, etc., sont plutôt liés au passé. Et nos anxiétés, nos peurs, nos craintes sont plutôt connectées à l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, on va se trouver coincé à vivre des fois un peu trop dans le passé, ou de se projeter, ou de craindre un petit peu trop l'avenir. La seule chose qui existe, c'est ici et maintenant. Et il y a un principe d'agilité de base qui est de se dire, de se reconnecter à ce qu'il y a ici. Qu'est-ce que j'ai de disponible? En agilité, on ne parle pas d'efficacité, on parle d'efficience. C'est-à-dire comment je peux être le plus efficace possible avec ce dont je dispose. Ça peut être des ressources, ça peut être des moyens, ça peut être des équipes, des collaborateurs, des personnes, de l'argent, tout ce que vous voulez. Mais comment je peux être le plus efficace possible avec ce dont je dispose ici et maintenant. Alors, il y a un autre point également, j'en profite pour faire ce petit clin d'œil en termes d'agilité. Il y a une autre phrase d'agilité que j'aime beaucoup, c'est « les personnes présentes sont les bonnes personnes ». J'ai vu dans la préparation de ce webinaire des personnes qui me disaient comment ça se passe au niveau du collectif. Arrêtons d'attendre que tout le monde soit là. Arrêtons d'attendre les décisions, les choix, les avis, etc. C'est important de tout collecter et c'est important d'avoir tout. Mais merci Romain. C'est important surtout de valoriser les personnes qui sont présentes, les ressources qui sont présentes. C'est mon idée de la balise. Hein. Vous vous souvenez tout à l'heure, c'est là ça roule parce que je suis avec ces personnes-là et que ça fonctionne avec ces personnes-là. On pourrait faire un autre webinaire qui serait un petit peu en parallèle de l'agilité, qui serait autour de dire quelle énergie nous consacrons, par exemple, à des personnes qui ne jouent pas le jeu, qui ne sont pas dedans, qui ne sont pas moteurs, qui ne sont pas acteurs, et quelle inattention nous portons à des personnes qui sont ressources et qui nous aident. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, les personnes présentes sont les bonnes personnes. Et puis, dans le temps, moi, je vous propose d'être extrêmement attentif à une chose, c'est, comme en sport, hein, je vous ai mis un arbitre, il y a 3 grandes familles de temps. Il y a les temps forts, quand on est en train de faire quelque chose, quand vous êtes en train de grimper, que vous êtes sur une paroi ou sur une surface d'escalade, vous êtes en train de grimper, là, il y a un temps fort, il y a un mouvement un peu dynamique à faire, il faut un petit peu engager, il faut aller mobiliser le corps, puis des fois, il y a des parties qui sont un petit peu plus cool. Je parle à mes amis qui font du trail, il y a des moments où c'est un petit peu plus roulant, on va pouvoir relâcher un petit peu. Soyez pas au taquet tout le temps. Principe d'agilité, c'est aussi de se dire, là, je peux me ressourcer un petit peu, je peux me reposer un peu, ou je peux être un peu plus détendu dans l'effort. Là, j'ai besoin de m'engager, j'y vais complètement. Je suis ici et maintenant. Et il y a un troisième temps fort, temps mort, et il y a les temps de récupération, les temps de repos, les temps off, qui vont nous permettre justement de nous ressourcer, de récupérer, de réparer hein, quand on est dans le sport, et de pas continuer d'être dans l'action alors que c'est un moment pour se reposer. Alors, pour terminer, je surveille l'engagement de temps que j'ai pris avec vous. Pour terminer, juste un autre point sur cette notion d'agilité. On sait aujourd'hui, hein, toujours sur la notion de neurosciences, on sait aujourd'hui que notre cerveau, pour être en équilibre, à chaque fois qu'il vit quelque chose de négatif, une stimulation négative, il a besoin de combien? 3 stimulations positives pour se rééquilibrer. Donc, à chaque fois que vous pétez un lacet, vous faites tomber un gobelet ou qu'il vous arrive quelque chose de difficile ou de compliqué, hein, ça peut être des choses minimes ou ça peut être des choses majeures, à chaque fois que vous vivez ça, une stimulation négative, il vous en faut 3 pour rééquilibrer. Et donc, je vous invite à systématiquement
venir valoriser, venir compenser quand il vous arrive quelque chose pour garder, maintenir cet équilibre. Ouais, là, je ne suis pas bien, je ne suis pas trop à l'aise, mais par contre, je vais pouvoir me reposer, puis j'ai déjà fait 2 bons mouvements et ça marchait bien. C'est valable également avec vos équipes, c'est-à-dire de les ressourcer, de les aider à se ressourcer et d'aller revoir cette dimension positive pour rééquilibrer des fois le côté malaise. On est dans une situation depuis quelques temps où le poids du négatif peut être important. Qu'est-ce qu'on va aller mettre en face? Et puis, avant de vous montrer les derniers éléments, notamment le making-of de ce webinaire, on ne se connaît pas beaucoup, mais comme on est entre nous, je voudrais vous demander s'il y en a qui font, alors vous n'avez pas de réponse, mais s'il y en a qui font des shows doudous le soir avant de dormir. Est-ce que vous faites des shows doudous avant de dormir? Alors, les shows doudous, on peut les faire tout seul, on peut aussi les faire à plusieurs. Hein. Alors, show doudou, c'est un copain qui m'a donné ce mot-là, et s'il est présent, je le félicite et je le remercie au passage. Un show doudou, c'est quoi? C'est n'allez pas vous coucher le soir avant de faire ce petit récap de la journée en se disant aujourd'hui, quelle est la chose, les 2 choses, les 3 choses qui m'ont plu, qui ont bien fonctionné, que j'ai aimé, que j'ai apprises. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du passé, ça ne veut pas dire qu'on botte en touche le passé ou au contraire qu'on vit dans le passé. Le passé, c'est une source d'expérience pour éviter de refaire les mêmes conneries derrière. C'est ça qui est intéressant dans l'énergie du passé. Donc, quelle est la chose que j'ai apprise, quelle est la chose qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a enthousiasmé dans ma journée. Et surtout, n'allez jamais vous coucher le soir et n'allez jamais vous endormir avant de faire des shows doudous. C'est hyper important. Ça serait dramatique. Alors, vous pouvez les faire tout seul. On peut se faire des shows doudous à plusieurs, comme on voit sur le visuel. Si vous avez des enfants, les gamins adorent ça, de rebalayer leur journée. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a plu? Et puis, de se mettre dans cette dynamique-là et de conclure notre journée pour être disponible. Hein, c'est un temps off pour être disponible pour la journée suivante. L'agilité n'est pas possible si vous n'avez pas un bon camp de base. Si vous n'avez pas un bon camp de base, ça ne va pas fonctionner. C'est quoi un camp de base? Je ne sais pas si vous savez, si par exemple vous allez faire l'Everest, je ne l'ai pas fait, hein, je ne sais même pas si j'aurais aimé, mais je ne l'ai pas fait. Quand vous allez faire l'Everest, vous ne descendez pas de l'avion, vous ne mettez pas votre sac à dos pour aller taper le sommet. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez descendre de l'avion, généralement on est malade pendant un jour ou 2. Après, vous allez monter à un endroit, puis à un deuxième, et ensuite vous allez aller jusqu'au camp de base. Et le camp de base, là on en voit un en photo, c'est un endroit qui est extrêmement spartiate quand on y arrive, parce qu'on vient potentiellement de la vallée de la civilisation. Mais par contre, c'est l'endroit où on va trouver de quoi se reposer, de quoi s'alimenter, du réassort en matériel, des choses comme ça, du soutien, du support de manière générale, affectif, technique. Et c'est cet endroit où on va pouvoir trouver tous ces éléments-là. Et au fur et à mesure, quand les conditions vont être bonnes, on va aller chercher, on va commencer à attaquer un peu le sommet, on va redescendre en camp de base, puis on va y retourner, puis on va redescendre. Puis à un moment, les conditions sont alignées, le corps, le cœur, le cortex, le matos, tout est OK, mon sac à dos est prêt. Et là, je vais aller chercher le sommet, c'est mon étoile, hein, mon objectif, et je vais aller taper le sommet, je vais aller chercher le sommet. Ma proposition en agilité, c'est que vous pouvez être dans les conditions les plus difficiles. Ce qui est indispensable, c'est de toujours penser à votre camp de base. Alors, votre camp de base, ça peut être votre famille, ça peut être votre maison, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être un endroit. J'ai eu une amie, une très très bonne amie, son camp de base, c'est un album, c'est une musique. Et donc, quand elle a besoin de se ressourcer, elle va aller chercher cet endroit-là. Avec Dédé, qui est juste à côté de moi, Delphine, notre camp de base, c'est un peu le bar où il y a du café, parce que nous, on a un, Delphine, je ne sais pas si tu es d'accord sur ça, mais pour qu'il y ait un bon camp de base, il faut forcément qu'il y ait du café. Alors, le camp de base, ce n'est pas forcément un lieu, ce n'est pas forcément des équipements, ça peut être des personnes, ça peut être un endroit, ça peut être une musique, un film, quelque chose, mais quelque chose qui vous nourrit. Voilà, je suis allé un petit peu vite, c'est ce que je voulais partager, vous donner ces quelques informations. Et puis là, je vais lancer, alors je ne sais pas si la technique va me suivre, mais je voudrais vous montrer le premier making-of, le making-of du premier webinaire sur l'agilité que nous avons fait. Peut-être certains, je vous l'ai déjà montré. Alors voilà, je lance, je vais voir si ça fonctionne. Ça fonctionne peut-être ou pas. Oui. Lucky? Ouais. Lucky, t'es où? Lucky? Bonjour. Bienvenue
dans ce webinaire sur l'agilité en environnement incertain. Donc, alors, c'est pourri les dés. Non, les dés, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible, je suis désolé. Pardon pour ce petit clin d'œil. En fait, je parle dans la vidéo, on faisait un test pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau de la visio, comment on pouvait utiliser l'outil informatique et la digitalisation, la visio pour continuer de faire nos interventions. Et c'était un test pour voir si on pouvait tout faire en visio. Et il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres. Alors, dans le petit making-of, on parle d'agilité en environnement incertain. Ça veut dire que nous avons monté chez Vacom des séminaires, des journées de formation, des journées d'accompagnement qui peuvent se faire en individuel et également avec les équipes pour travailler sur cette notion d'agilité. Nous avons évidemment chez Vacom des personnes qui pourront vous aider à identifier vos talents, vos ressources. On pourrait aller plus loin, évidemment, ensemble sur des notions de quel agile je suis, comment je peux manager de manière encore plus agile, comment je peux diffuser l'agilité au sein de mes équipes. Et tout ça, ça sera auprès des équipes de Vacom si vous souhaitez partager et aller plus loin sur ça. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour votre attention. Si vous souhaitez poser des questions, réagir, il nous reste 5 minutes à peu près. Et voilà, je suis à votre écoute si je peux réfléchir, répondre, ou s'il y a des partages aussi entre vous d'expériences que vous avez vécues. Alors, oui, merci pour les 3 kiffs, génial. Ça, c'est hyper important et plus on est impliqué, plus on est engagé et plus on est en difficulté, plus on aura naturellement tendance à s'éloigner de ce système des kiffs. Et ça marche plutôt pas mal. Reconnectez-vous, même si c'est dur, même si c'est compliqué, c'est justement le moment de le faire. Il y a un moment, si vous sentez que vous êtes un petit peu en baisse d'énergie, vous dites non, mais j'ai du boulot, il faut que j'y aille, prenez 2 secondes. Voilà, vous reposer, vous ressourcer. Ce n'est pas la journée ou la demi-journée ou l'heure que vous allez prendre pour vous ressourcer qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs et d'être efficace. Au contraire, au contraire. Merci pour vos commentaires. Salut Christian, salut Cécile, salut Marion. Désormais souple et agile. Alors, juste après, je fais un truc de stretch pour ceux qui souhaitent, pour travailler la souplesse et l'agilité. Oui, marathon, trailleuse, randonneuse. Yes. Et il y a beaucoup de transpositions qu'on peut faire. Et je vais peut-être conclure sur ça puisqu'il est l'heure de nous quitter. On fait souvent beaucoup de liens et on fait beaucoup d'analogies entre la dynamique sportive et le management, entre le sport et la vente, entre la vie en entreprise et toute cette partie de sport et autres. Il y a une différence majeure entre la vente, le management et le sport. Dans le sport, un sportif, il va passer 99% de son temps à s'entraîner et il va passer 1% de son temps en compétition. Dans nos entreprises, c'est exactement l'inverse. Nous passons à peu près 99 voire 100% de notre temps en compétition. Et quel est le temps, l'énergie que nous donnons pour nous entraîner et prendre soin de nous? Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis au plaisir de vous croiser sur un trail, sur une rando, autour d'une bière quand ce sera réouvert, au refuge ou au camp de base. Merci beaucoup.